Buonasera a tutti. Ringraziarvi seguono assai felici di ritrovarvi. Mi tocca rimpiazzare à Jean Vitus, même si Jean Vitus est irremplaçable. À mes côtés ce soir, Jean-Philippe Scapula de Corse Matin. Bonsoir Jean-Philippe. Salut, buonasera. Et Marion Galland d'RCFM, bonsoir à vous. Alors, notre invité ce soir, c'est vous, Charles Casabianca. Vous êtes secrétaire général de la CGT de Haute-Corse. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler un peu plus tard du social, l'appel national notamment à la mobilisation mardi qui vient. Mais pour l'instant, on va commencer par regarder ce qui a fait l'actualité cette semaine. Et on va commencer avec cette revendication du FLNC Union des combattants et 22 octobre qui ne font désormais plus qu'un, revendication de l'action menée contre des bungalows à Cabourg-d'Yvenne le 1er septembre dernier. Alors il s'agissait en fait d'une tentative d'attentat puisque le dispositif n'avait pas fonctionné. C'est une revendication surprenante, Marion ? Non, ce n'est pas vraiment surprenant. Ce qui peut être surprenant, c'est que ça arrive maintenant parce que le précédent communiqué de ce FLNC était intervenu le lendemain de cet attentat. Donc on aurait pu attendre une revendication à l'époque. Après, non, ce n'est pas surprenant. C'est, on va dire, la revendication du premier acte symbolique fondateur, on va dire, de ce nouveau FLNC. On a connu des actes peut-être plus forts. Il est symboliquement, il représente évidemment tout ce qui est la base de cette lutte. Après, sur le principe, c'est un peu compliqué. C'est un attentat où il y a quand même 2 chars qui n'ont pas explosé. On sait très bien qu'on n'est pas dans les années 80, que la police scientifique a fait beaucoup de progrès, que donc il est probable que ça débouche avec l'ADN, etc., etc. Et le fait de revendiquer, on l'a vu, la sous-direction antiterroriste s'est saisie du dossier hier. Ça peut aussi avoir des conséquences judiciaires plus fortes. Répressive et peut-être re-rentrer dans des cercles qu'on a connus, des cercles vicieux qu'on a connus il y a quelques années. Alors c'est Corse Matin qui a été destinataire de ce courrier, de ce communiqué. Jean-Philippe, le fait de revendiquer une action qui n'a pas forcément fonctionné, alors on acte ainsi la fin de la démilitarisation, la fin de la mise en sommeil en tout cas des organisations clandestines. En revanche, revendiquer une action qui n'a pas fonctionné, une sorte de pétard mouillé, est-ce que c'est pas ça aussi qui est peut-être un peu surprenant? On a du mal à démontrer une réelle force de frappe avec cet acte, même si on attendra de voir les prochains mois. Non, certainement. Mais alors, Marion disait c'est surprenant. Le timing est surprenant évidemment, mais c'est aussi surprenant de revendiquer presque un flop, parce que la charge n'a pas explosé. Mais si je fais justement, vous parliez du timing, si on fait un petit peu de construction intellectuelle, on se dit aussi que... J'ai du mal à en faire. On se dit que peut-être que si l'opération avait, entre guillemets, réussi, le premier communiqué qui suivait de 48 heures, je crois, la tentative d'attentat, aurait peut-être revendiqué, le FLNC, ces 2 FLNC auraient peut-être revendiqué l'opération. Je pense, encore une fois, je fais la construction intellectuelle, qu'ils ne l'ont pas fait parce que la charge n'a pas explosé. Entre-temps, Corse Matin et les autres médias se sont emparés de ce sujet, sur le volet urbanistique, sur le volet enquête pénale aussi, et peut-être que... le conseil municipal d'Ajaccio aussi ça a été abordé en conseil municipal. Il y a beaucoup de symboles, et puis il faut aussi voir que cette revendication, elle intervient quand? Elle intervient la veille de la session de rentrée de l'Assemblée de Corse. C'est peut-être pas aussi totalement inopiné. Charles Casabianca, vous êtes syndicaliste, on l'a dit, vous êtes aussi professeur. Ce retour acté de la violence clandestine, est-ce qu'elle vous inquiète pour la jeunesse que vous côtoyez au quotidien? Oui, vous savez, le terreau, quand il y a un manque, un problème social, il y a forcément le terreau pour des gens d'aller vers une pseudo-révolution. Bon, moi, je souscris à ce qui vient d'être dit sur le plateau, dans le sens où c'est un peu une existence politique, puisque apparemment les indépendantistes n'étant pas très présents à l'Assemblée de Corse, la veille de la session Assemblée, c'est un peu mettre la pression peut-être sur l'exécutif en place. Il y a aussi cette volonté de pouvoir peser dans le dialogue interne, en tout cas dans les rapports de force internes au sein du monde nationaliste, on dira. Oui, c'est ce qui est un petit peu nouveau dans la communication de ce FLNC. On va l'appeler le FLNC, parce qu'ils ne font plus qu'un. C'est à la fois, il y a les fondamentaux en termes de rhétorique contre l'État, contre l'action de l'État, mais désormais contre l'action de la majorité territoriale, qui est nationaliste. C'est assez inédit. Et ça préfigure malheureusement de nuit un petit peu. Et même si on lit bien le communiqué, une partie du monde agricole qui est pointée du doigt, qui capterait des terres pour accroître le chiffre d'affaires, les turpitudes de notre peuple, c'est ce qui est écrit aussi dans
dans ce communiqué du FLNC, notamment donc des Corses qui vendraient, il faut comprendre, à des étrangers ou des continentaux là-dedans. C'est quand même une nouveauté quand même dans ces communications du FLNC. Il y a sans doute aussi une volonté excusez-moi l'expression, mais de ratisser un peu. On imagine, on ne sait pas, mais on imagine, vu cet attentat, qu'il n'y a pas pour le moment la force de frappe qu'il y a pu y avoir il y a quelques années. Donc peut-être qu'il y a aussi une volonté, en se reconstituant, de rassembler, de recréer des troupes. Le message global sur l'agriculture, sur l'urbanisme, etc., peut être aussi assez générateur et plaire, séduire un public qui a peut-être envie d'un retour à la lutte clandestine. Voilà, il y a la forme, hein, c'est cet attentat, en tout cas cette tentative d'attentat, et puis il y a le message qui est envoyé, notamment sur la question de la spéculation et du foncier. C'est quand même un sujet qui revient assez souvent. Il y a eu cette action à Bonifacio après la vente de terres qui auraient pu être à vocation agricole, même si ce n'était pas des stratégiques agricoles. Vous, Charles Casabian, sur cette question du foncier, vous estimez, je ne vais pas dire comme le FLNC, mais qu'il y a vraiment un gros problème de spéculation en Corse, c'est que les jeunes aujourd'hui n'ont pas accès, que ce soit des agriculteurs n'arrivent pas à s'installer, ou des jeunes qui pourraient avoir accès au logement aussi? Oui, mais après ça c'est une question politique. On a rarifié, si vous voulez, la constructibilité de terrain. On a élargi avec un PADUC qui bloque à peu près 115 000 hectares. Donc forcément, quand il y a l'offre et la demande, les prix augmentent et c'est forcément les classes populaires ou moyennes qui n'arrivent plus à se loger dans le périurbain ou l'urbain et qui s'éloignent de plus en plus, quoi. Donc on recrée des flux migratoires qui varient en fonction du prix du terrain où l'on va acheter. La spéculation existe. Elle existe aussi bien agricole qu'économique, hein, cette spéculation, parce que vous avez... Pour vous, elle est due à ces 115 000 hectares d'espace stratégique agricole qui avaient été en quelque sorte sanctuarisés par la collective, par l'Assemblée de Corse lors du vote du PADUC. Oui, tout à fait. Et puis bon, quand on regarde la productivité sur les 115 000 hectares, c'est quoi? C'est 15 000 hectares qui sont en production. Si on passait à 30 000 hectares, je pense qu'on était autosuffisant. Donc 115 000, ça fait beaucoup, sans qu'il y ait un schéma, une vision de développement économique et urbain. Il nous manque cette vision-là. Cette question du foncier est omniprésente dans le débat politique. On a vu le score de Corinne Front, par exemple, aux élections territoriales, qui a fait pratiquement une campagne sur la question du foncier et de la spéculation. Oui, mais alors là, pour le dossier dont on parle, la tentative d'attentat de Capoliven, c'est un dossier qui cumule à la fois plusieurs problématiques. La problématique du foncier, parce que c'est un terrain sanctuarisé, enfin Capoliven de tout temps. Et j'espère encore pour plusieurs dizaines d'années. Même s'il y a de nombreux cabanons qui sont devenus il y a une forme secondaires. de laisser-aller traditionnel, mais plutôt du côté de Sévani. Oui. Du côté de ce qu'on appelle le Grand Capoliven, on pensait que c'était sanctuarisé, et le FLNC, en mettant le doigt sur cette... il y en a d'autres, hein, il fallait un dossier symbolique, je pense, pour eux. Il y en a d'autres. Terrain agricole, construction, alors spéculation... À petite échelle, hein, on parle de 4 bungalows, mais il y avait une annonce sur un site de vacances. Donc il y a plusieurs problématiques qui sont touchées par cet acte terroriste. Et je pense qu'il y a une volonté de mettre en lumière un dossier qui cumule pas mal de travers en termes de foncier et autres. Après, pour répondre un peu à votre question, c'est que la spéculation, évidemment, c'est un thème de campagne qui va séduire tout le monde. Et Corinne Front a fait sa campagne là-dessus, mais avant eux, il y en a d'autres. Être dans l'opposition et dénoncer la spéculation, c'est facile. Être à la gouvernance et s'occuper de la spéculation, c'est un autre problème. Et réviser notamment le PADUC, parce que la révision, normalement, est automatique. Alors c'est justement dans ce contexte que s'est tenue hier la session, et aujourd'hui la session de l'Assemblée de Corse, pour cette session après la trêve estivale. Alors si sur le papier, il y avait peu de rapports politiques, les débats ont été rattrapés du coup par l'actualité. Il a notamment été question de la condamnation entérinée de la collectivité de Corse à payer 88 millions d'euros à la Corsica Ferries dans le cadre du litige lié aux services complémentaires. C'est en fait des aides touchées par les groupements SNCM-CMN pour répondre à la hausse du trafic passager lors de la période estivale entre 2007 et 2013. Alors à l'époque, les nationalistes n'étaient pas au pouvoir, puisque ce sont les mandatures Santini et Jacob qui sont concernés. C'est quand même un gros caillou dans la chaussure de l'actuelle majorité quand même. Ça tombe très mal, on va parler de rentrée sociale tout à l'heure. On attaque la rentrée sociale avec... c'est plus qu'un caillou, là, c'est un rocher dans l'espadrille. Mais un rocher, on le voit, justement. Et ce rocher-là, on aurait pu le voir venir. Ça n'aurait pas effacé la dette, évidemment, ça on est d'accord. Mais tout le monde s'attendait à cette issue.
Oui, non, mais de la même manière que si l'Assemblée de Corse, enfin l'exécutif avait provisionné peut-être un montant qui s'approchait du montant de l'amende, ça se serait fait au détriment d'investissements. Quoi qu'il arrive, les 80 millions d'euros, il faut les payer et ça obère les budgets de la collectivité. Voilà, là, ils avaient budgétisé une vingtaine de millions d'euros pour ce litige, bon, sachant qu'il y a des procédures qui vont continuer, mais qui ne sont pas suspensives. Du coup, la collectivité va devoir payer. Charles Casabianca, sur cette condamnation de la collectivité de Corse, quel est votre avis sur cette condamnation? Est-ce que vous pensez qu'elle est disproportionnée? Oui, elle est surprenante même, quand on sait qu'elle se base plus ou moins sur un dossier que la Corsica Ferries a monté, a présenté, et le tribunal n'a même pas daigné mandater une contre-expertise, style IGF, Inspection Générale des Finances, pour comparer deux possibilités. Elle est scandaleuse parce qu'en même temps, on sait très bien qu'à côté, il y avait l'aide sociale qui était prolongée. Et je vous rappelle que la Corsica Ferries a bénéficié à peu près de plus de 200 millions d'euros d'aide sociale. C'était un dispositif du coup, qui concernait d'autres destinations. Donc, comme pour Nice concurrencer les lignes qui étaient en gros dans la continuité territoriale. Ce qui est pointé du doigt aussi dans le communiqué de l'exécutif suite à cette condamnation qui a été entérinée par le Conseil d'État, c'est aussi les marges faites par la Corsica Ferries, puisque 88 millions d'euros, là où elle aurait fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 88 millions d'euros de bénéfices, ça fait quand même beaucoup de bénéfices pour un chiffre d'affaires à 100 millions d'euros. Écoutez, je pense que toutes les entreprises aimeraient avoir ce genre de bénéfices qui est peut-être improbable dans le monde entier. Alors après, Gilles Simeone hier a bien dit que les Corses seuls ne pouvaient pas payer. Il a répété cette phrase plusieurs fois. Donc on imagine, il va proposer des discussions, on imagine qu'il va tendre la main à l'État pour essayer... La fameuse main tendue, là. La fameuse main tendue et ouverte pour essayer de négocier, je pense, une partie de cette dette. Il reproche à l'État d'avoir bénéficié en partie, puisque la SNCM était à l'époque... L'État est actionnaire de la SNCM. Exactement, qu'il y avait l'histoire du contrôle de légalité, etc. Donc ça peut être l'occasion, c'est ce que j'allais dire, de renouer des discussions avec l'État. Mais il y a une forme d'injustice, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à la fin, ce sont les Corses qui vont payer, parce que la collectivité va creuser sa dette, il va falloir rembourser cette dette, et l'injustice est là aussi d'avoir fait bénéficier des groupes privés ou semi-privés de subventions auxquelles elles peuvent prétendre, mais par le biais d'une procédure administrative de faire peser cette dette accrue sur les Corses, il y a une vraie forme d'injustice. Sur une collectivité qui est déjà quand même énormément dans le rouge financièrement. Et qui pourrait crever le plafond du milliard de dettes, ce qui est colossal. Alors c'est un premier coup dur pour la nouvelle majorité à l'aune des fameux 100 jours, 100 premiers jours que Gilles Simeone annonçait décisif. Mais le compte n'y est pas pour l'opposition. On écoute Laurent Marcangeli hier interrogé par Dominique Moret. Mais en fait, nous avons entendu et attendu le président de l'exécutif. Attendu puisqu'il nous avait dit que les 100 premiers jours allaient être très utiles pour la Corse. Attendu ces jours utiles. Mais nous n'avons rien vu et ce matin nous avons entendu le président de l'exécutif qui revoit un peu sa copie et qui nous dit que 100 jours c'était peut-être pas cela qu'il fallait attendre, qu'il faudra plus de temps pour faire œuvre pour la Corse. Moi je dis que ça presse, je pense que ça presse sur beaucoup de sujets, sur les déchets, sur le développement économique, sur le social, sur l'aménagement du territoire, sur l'énergie. Il y a des tas de sujets qui aujourd'hui sont en suspens et l'exécutif il a les pleins pouvoirs aujourd'hui pour pouvoir faire sa politique, donc il doit avancer. Alors cette réflexion, ça a été aussi l'objet d'une question orale posée par le groupe de Laurent Marcangeli, par Jean-Martin Mondologne. Vous étiez à l'Assemblée hier. La réponse de Gilles Simeone, qu'est-ce que ça a été sur le sujet? La première chose qu'il faut dire, c'est que 100 jours, quand on a été élu au mois de juin, c'est-à-dire qu'il y a eu l'été, les vacances, la crise Covid, etc., c'est sûr que le timing n'est pas parfait. Après, c'est une faute de com dans la campagne de Gilles Simeone, parce que c'est lui-même qui a annoncé ce terme. Et dans sa réponse hier, il dit que ces 100 jours ont été mis à profit pour bien cibler les problématiques. Alors, on va être d'accord, les problématiques, les déchets, les transports, l'urbanisme, c'est pas 100 jours, c'est pas 1 an, c'est pas 10 ans, ça fait 20 ans, 30 ans qu'elles existent. Donc si on a besoin de 100 jours pour cibler une problématique des déchets en Corse, ça pose un problème. Après... Voilà, on va voir. Pour moi, on est encore dans la mise en place. Il n'y a eu vraiment pas grand-chose de fait cet été. J'attends de voir d'ici les 2-3 mois qui arrivent. On ne les a pas beaucoup entendus pendant l'été. Bon, c'est l'habitude, c'est une habitude pendant l'été, sauf quand c'est le jeu il y a les vacations judiciaires, il y a aussi les vacations politiques. Oui, traditionnellement, les mois de juillet et août, c'est pas les dossiers où on engage, où on entérine même les dossiers. Donc c'est pour ça que je parlais d'erreur de com.
Bon, il reste 3 jours, hein, on a 97 jours aujourd'hui. Hein. il reste C'est 3 jours. jamais. Ouais, il reste 3 jours, mais un week-end. Charles Casabian, vous êtes un observateur, je suppose que vous suivez quand même les débats à l'Assemblée de Corse notamment. Comment vous jugez déjà les premiers pas, on dirait, de cette nouvelle majorité, même si Simeone, c'est sa 3e mandature. Hein. Voilà, mais moi, c'est toujours ce terme de 100 jours. Macron est élu il y a 100 jours, Biden est élu il y a 100 jours. Nous, ce qu'on attend, je veux dire, en tant que syndicaliste et en tant que citoyen, c'est d'avoir un projet. Et c'est d'avoir une vision à court terme, des aménagements, enfin, une prospective politique à moyen terme. Bon, ce qu'on attend, c'est ça. Puis, bon, Gilles Simeone, c'est pas le dernier arrivé sur la scène politique. Il était là avant. Les dossiers, il les connaît. Ce qu'on attend, c'est des solutions. 100 jours, c'est de la communication. C'est de la com. C'est de la com, comme on pourrait faire, d'un point de vue... C'est pas sa première élection, quoi. Il continue, quoi. Les dossiers, il les connaît. C'est un marronnier politique, hein, les 100 jours. Tous les candidats, dans toutes les campagnes de toutes les élections, l'ont utilisé. Et finalement, il n'y a que Napoléon qui les a concrétisés. Ça commence quand même timidement, hein, cette mandature. On ne s'attendait pas non plus à quelque chose d'extraordinaire, timidement, mais avec quand même une majorité, en tout cas des nationalistes qui sont rongés par les divisions, avec des nationalistes dans l'opposition. Vous avez suivi les 2 dernières sessions avec des nationalistes dans l'opposition. Est-ce qu'il y a vraiment un changement de cap, en tout cas dans cette Assemblée et dans les débats? On sent que Corinne Front prend la parole peut-être de manière un peu plus piquante par moment. Sur la première session, ils ont montré plus, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas être dans l'opposition, ils étaient nationalistes, etc. Hier, peut-être un tout petit peu plus piquant sur ces histoires de 88 millions par moment. Mais je pense que pour l'instant, on s'observe. On est encore dans un round d'observation qui... est peut-être consécutif au fait qu'il n'y a pas eu grand-chose. Et la session qui s'est passée cette semaine, hier jeudi, s'il n'y a pas la problématique des 88 millions d'accords Sica-Ferries, il n'y a rien. Il y a un rapport sur les carburants qui est un peu une coquille vide. Je ne sais pas si vous avez lu ce rapport sur la cherté, notamment des carburants, la régulation du prix des carburants, mais qui a en tout cas été fustigé par le collectif. Vous pensez que la collectivité, la région peut avoir vraiment un poids sur ce sujet ? Écoutez, chez nous, c'est l'élément essentiel, le carburant. On ne peut pas se déplacer, on n'a pas un développement des infrastructures collectives qui permettent de nous déplacer d'un point à un autre, sauf dans les villes. Et je pense que la collectivité doit mener une politique et doit continuer à demander, je pense, le blocage des prix, quoi. Et d'instaurer, de regarder le niveau de vie un peu... il serait temps qu'on se mette au niveau de vie des gens en Corse et d'avoir le prix de l'essence qui corresponde. Mais la collectivité peut-elle réussir à débloquer quelque chose que l'État bloque lui-même, puisque dans une lettre, Bruno Le Maire avait répondu défavorablement et ne tient pas du tout compte des observations de l'autorité de la concurrence sur ce sujet-là. Oui, tout à fait, mais en même temps, vous avez toujours la même rengaine qui revient, c'est la fiscalité, On a vu, dans la restauration, on est passé à 5%, c'est pas pour autant que les salaires ont augmenté, c'est pas pour autant qu'on recrute des gens parce qu'ils sont mieux rémunérés, parce qu'ils ont des conditions... Oui, c'est tout ça. On axe toujours la même politique. On a eu la zone franche, la zone zéro, bon... On n'a rien fait, sauf que quelques personnes captent de l'argent. Vous avez tout à l'heure dans notre... pris cet exemple de la Corsica Ferries, aujourd'hui il y en a d'autres qui captent de l'argent avec des défiscalisations. Vous faites allusion au consortium par exemple ?